Alors c'est vrai que autant les marchés boursiers ont salué l'accord de paix tel qu'il a été annoncé entre Américains et Iraniens, autant les marchés obligataires, donc les marchés de taux d'intérêt, n'ont quasiment pas réagi. Alors comment l'expliquer? Puis surtout, qu'est-ce que ça traduit? On en parle avec vous. Charles Sana, bonjour Charles. Bonjour David, Ça va? bonjour au nouveau canapé Et et on est bonjour bien, à tout non? le monde. Charles, Magnifique, installe-toi et parle-moi magnifique. de ton enfance. Eh Bon. ben ça se passait mal avec papa Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. et avec maman Christine Lagarde et c'est pour ça que les taux ils bougent pas. Alors justement, fondateur du site Le Grenier de l'Écho, Charles, les investisseurs sur le marché obligataire, on le sent bien, sont plus circonspects sur le fait que la guerre soit vraiment derrière nous, plus dubitatifs sur le retour à une paix, j'ai envie de dire, durable. On ne peut pas leur donner tort non plus quand on voit que le détroit d'Ormuz a été refermé ce week-end. Et en même temps, les discussions ont repris, avec beaucoup de méfiance et de défiance entre Américains et Iraniens en Suisse. Voilà, différence dans la réaction, asymétrie quelque part entre la réaction des marchés actions, toujours euphoriques au plus haut, et les marchés obligataires où il n'y a pas vraiment eu de baisse de taux, légère baisse de taux sur les taux souverains, mais pas retour à l'avant 28 février. Oui, alors complètement, David. Alors déjà, l'espoir, c'est pas une certitude absolue, comme vous venez de le mentionner. C'est pas parce que on a envie de faire la paix ou de voir la paix se faire, le détroit d'Ormuz se réouvrir et puis évidemment un accord de paix durable être signé. Encore une fois, il faut pas confondre cet espoir avec une certitude absolue. Donc ça, évidemment, ça reste en partie pris en compte par les marchés obligataires. Mais je pense que dans tout ça, David, en réalité, c'est pas l'élément majeur. L'élément majeur, déjà, il est technique. Souvenez-vous, quand le flight to quality, hein, donc dès qu'on a peur et dès que les investisseurs ont peur, ils quittent plutôt les marchés financiers et la bourse. Donc ils quittent le risque pour aller sur le refuge. Et donc le refuge, c'est plutôt le marché obligataire et les produits de taux et les obligations d'État, notamment américaines libellées en dollars. C'est ce qu'on appelle le fameux flight to quality, le vol vers la qualité, le vol en réalité vers du refuge. Alors, quand on a des espoirs de paix ou que les choses vont mieux, bah évidemment, c'est le principe inverse et c'est l'effet inverse qui va se produire. C'est-à-dire qu'on va on va quitter le refuge pour aller chercher à nouveau du risque. Donc, bah évidemment, on va quitter les obligations et on va aller vers les actions pour profiter de la hausse du marché action. Ça va faire qu'il va y avoir un petit peu moins de demande pour une offre identique sur les obligations. Et donc, ça va évidemment ralentir la baisse des taux, voire complètement l'annuler. On revient sur un fondamental économique et technique évident qui est la loi de l'offre et de la demande. S'il y a s'il y a moins de demande et une offre identique, eh bien, les prix ne vont pas baisser, David. J'entends Charles, mais les taux souverains américains aujourd'hui, ils sont à le 10 ans, il est à 4,45% aux États-Unis. Ils étaient 50 points de base plus bas, 0,5% plus bas avant l'offensive américaine fin février. C'est pour cette raison-là, ce que vous venez d'expliquer, qu'on n'est pas revenu au niveau, encore une fois, d'avant-guerre, à savoir autour Alors, de 4% sur le 10 ans américain. oui, David, vous avez en partie ce phénomène-là. Et c'est difficile hein, d'exactement quantifier quelle est la part de tel ou tel facteur dans le maintien des taux ou dans le fait qu'il recule pas autant que ce qu'on aurait pu imaginer. Vous avez un autre facteur, David, qui est évidemment l'inflation qui reste collante et l'inflation sous-jacente qui reste quand même relativement importante suite à ce choc pétrolier que nous venons de vivre et dont nous ne savons pas s'il est en pause, s'il est terminé, s'il est sur sa phase descendante ou s'il va reprendre, d'accord, on ne sait pas. Ensuite, l'inflation qui a commencé à infuser dans l'économie de par l'explosion de ces prix de l'énergie, elle ne s'est pas encore transmise à la totalité des prix. Donc, et puis, quand bien même le choc pétrolier serait dans sa phase descendante, que de toute façon, l'inflation va continuer à être quand même présente tout au long de cette année 2026 et les répercussions vont continuer à se faire sentir quand bien même la situation irait mieux. Donc ça impacte directement aussi la force des taux d'intérêt et bien entendu, David, les anticipations des marchés. Et puis,
il y a un phénomène beaucoup plus de fond aussi, hein, si on continue à parler d'inflation. Nous venons de vivre globalement une trentaine d'années d'inflation toujours plus basse parce que nous avions des facteurs structurels de l'économie profondément déflationnistes. La révolution Internet, qui a été très déflationniste, et puis bien entendu la mondialisation. Je délocalise des productions qui me coûtaient très cher ici pour les faire produire à bas coût là-bas et je réimporte au même prix ici et je continue même à vendre plus cher avec des grosses marges et ça pèse sur l'emploi, etc., etc. Donc, encore un autre facteur déflationniste structurel. Et puis, autre facteur déflationniste, David, qui vous aura pas échappé en ces temps de canicule, c'était que le bilan carbone ou la consommation de l'énergie et de matières premières de manière illimitée et sans faire très attention à ce qu'on dépensait, c'était plutôt la culture des 20 dernières années. Et donc, si vous regardez bien tous ces facteurs déflationnistes qui ont fait que nous avons eu une inflation extrêmement faible et mesurée ces 30 dernières années, tous ces facteurs se sont inversés. Aujourd'hui, attention, économie circulaire, attention, bilan carbone, RSE, taxe carbone, etc. Attention à l'utilisation de matières premières, ça ne peut pas être pris à coût zéro. Bon. Donc tout ça, si vous voulez, ça devient plutôt inflationniste. Les relocalisations versus les délocalisations, c'est évidemment inflationniste et on est en train de refaire nos chaînes de valeur pour se passer notamment de la Chine pour des raisons géopolitiques, c'est inflationniste. La raréfaction des matières énergétiques, le fait de s'être coupé pour des raisons là aussi géopolitiques de la Russie, etc., c'est inflationniste. Et puis, vous avez évidemment le fait que la révolution Internet, elle est complètement passée dans les prix. Excusez-moi, c'est comme quoi c'est du direct, ça sonne, j'avais oublié de couper mon téléphone. Cette révolution Internet qui était déflationniste, bah, aujourd'hui, ça y est, on a encaissé les gains de productivité, donc elle n'est plus là. La prochaine, ça sera l'IA, mais elle ne donne pas encore d'augmentation significative de la productivité. Donc voilà, on est sur des vrais facteurs inflationnistes, David, et ça, les marchés de taux le prennent en considération et ils cherchent à le pricer. Et c'est, je pense, sans doute, dans tout ce qui se passe, le facteur le plus important et le plus déterminant. Nous sommes sur un changement complet. Nous sommes en train d'assister au passage d'un monde déflationniste avec des taux bas à un monde qui devient un peu plus inflationniste avec des taux évidemment plus élevés. Et donc, pas de raison. Et donc, Charles, pas de raison que les taux longs souverains en Europe, aux États-Unis, redescendent plus bas, d'autant que les réactions des banques centrales sont telles qu'aujourd'hui, on voit bien que la BCE a remonté ses taux, pourrait continuer à le faire en seconde partie d'année, et que Kevin Warsh de la Fed nous a dit en gros, il a laissé la porte ouverte à une première hausse de taux cette année aux États-Unis. Oui, mais David, nous sommes en train, sans doute, après avoir connu un monde de politique monétaire innovante, hein, ce qui veut dire imprimer de la monnaie et donc dévaloriser de la monnaie, nous sommes peut-être en train de revenir dans un monde où l'argent a un prix, et donc dans un monde normal, où on n'est pas payé dans un monde normal. Il n'y a personne qui va payer pour prêter son argent, hein, c'est plutôt l'inverse. Vous êtes plutôt payé quand vous prêtez votre argent. Et un monde de taux zéro, c'était ça. Ça voulait dire, voire même les taux négatifs, on a connu ça, David. Ça veut dire que vous êtes payé pour pouvoir emprunter. C'est donc évidemment une aberration économique. Donc, on a plutôt une normalisation de la politique monétaire, on a plutôt un changement de rythme d'inflation en passant plutôt d'un monde déflationniste à un monde inflationniste. Donc effectivement, il n'y a pas de raison que ça baisse. Si ce que je vous dis là est véritablement en train de se passer, et si les prochains mois et les prochaines années nous confirment ça, David, vous allez avoir un immense réajustement de la valeur des actifs, hein, que ce soit des actifs boursiers ou que ce soit évidemment des actifs immobiliers. Vous pourrez en parler avec votre invité, le président de Se Loger, mais il est évident que si l'argent retrouve un prix, si les taux retrouvent des prix tout à fait normaux, on va dire entre 3 et 4, 5%, les prix immobiliers vont
devoir se réajuster de manière durable. Mais c'est valable aussi pour les actifs boursiers. Si j'ai du rendement sans risque ou sans trop de risque à 5%, versus des actions qui donnent 1 ou 2% de rendement chaque année, les investisseurs se poseront la question. Allez, merci beaucoup. Explication signée Charles Sana, fondateur du Grenier de l'Éco. Merci Charles, salut, bonne semaine. Merci David, bonne Ciao. semaine à tous.